Vous avez intérêt d'écouter Swag Radio, bienvenue dans le grand journal. Depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde, Erlich Torelas, pour présenter ce grand journal. Tout de suite, voici les infos. En Haïti, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince reste silencieux sur l'arrestation de l'ex-sénateur Nenel Kassi. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, M. Frantz Boucler, a indiqué ce mardi qu'il n'avait aucun commentaire à formuler concernant l'arrestation de l'ancien sénateur Nenel Kassi. Interrogé par la presse sur leurs circonstances et les motifs de cette interpellation, M. Boucler s'est abstenu de donner des précisions, soulignant que l'affaire relevait de procédures en cours. Écoutons M. Boucler au micro de la presse. En février passé, DCPJ mettait avis de recherche à l'encontre de deux citoyens, à savoir ancien député Alfredo Antoine et ancien sénateur Nenel Kassi. Selon première information qui était gagnée au niveau du parquet, qui était trouvé sous la lue, où t'étendait Nenel Kassi sous invitation qu'on même ou fait concerné. Dans commençant mois d'août là, DCPJ a arrêté Nenel Kassi. Qui sorti tout ça comme commissaire du gouvernement, monde que DCPJ a travaillé pour lui. Bon, écoutez, les DCPJ sont institutions qui relevaient l'institution hybride, qui relevaient non seulement de direction générale de la police là, mais en tant que police judiciaire, qui on voulait en dedans samedi justice pénale. Donc la DCPJ c'est un élément de la chaîne pénale. Maintenant, si la DCPJ fait une arrestation ou bien faire une interpellation qui dans quatre missions, pas comme gouvernement, moi j'ai un commentaire et que vous faites ça, moi j'ai pour temps nous transférer le dossier à moi pour regarder dans quel cadre l'interpellation a été faite. Je ne sais pas a priori dire c'est dans le cadre avec une recherche ou pas. Donc le magistrat, il doit avoir un certain recul quand il traite un dossier. Donc moi je pense que M. magistrat, je ne sais pas pour me faire fuite en avant dans le cadre d'un dossier que DCPJ a traité qui relevait de prérogatives. Au nom de principe non bis in idem magistrat, ou t'étendez Nenel Kassi sous qui dossier, et chef accusation ça, c'est presque le même dossier qui a été reproché pour première fois qu'on t'étendait là. Non, jusqu'à présent, quand je dois parler là, par contre, pour qui ça a été interpellé. Qui dossier a été interpellé? Selon dernière conférence pour la presse PNH Labaye, vendredi qui se passait, le commissaire Michel-Ange Lujeune a annoncé que c'est pour le dossier ancien consul qui était mort au niveau de Delma 40B, complicité d'assassinat et connexion avec plusieurs nègres exam. Et c'est même chef accusation ça que il était mis dans avis de recherche qui était fait en février passé. Un magistrat, il n'a pas pour réfléchir sur ce qu'il a dit dans la presse. Il traite le dossier. Actuellement, quand on parle là, il n'y a pas de dossier de Nenel Kassi. Donc, pas de Kassi. En février. Le gouvernement haïtien a annoncé le renouvellement de l'état d'urgence sur un ensemble de zones jugées stratégiques à travers le pays. Cette décision, communiquée hier mardi, s'inscrit dans le cadre des mesures visant à garantir la sécurité de la population haïtienne et à protéger les étrangers se rendant sur le territoire. Écoutons un extrait avec le ministre de la Culture au micro des journalistes. Le gouvernement fait renouveler l'état d'urgence, de limiter à certaines régions. C'est afin de préserver la sécurité et la stabilité du pays, en particulier dans certaines zones stratégiques. Dans le contexte, m'a attiré l'attention sur le site de l'Abadi dans le nord, qui continue à recevoir touristes malgré tensions régionales. Le ministère, en étroite collaboration avec autorités locales et opérateurs touristiques, a mis en œuvre une série de mesures de protection et de suivi pour garantir la sécurité non seulement de la population, mais de nos visiteurs, tout en préservant l'image d'Haïti comme une destination culturelle et patrimoniale. La reprise économique passant par le tourisme, il revient à l'État de développer, de protéger et de gérer des destinations incontournables du Nord, département bénéficiant déjà d'une tranquillité certaine, d'un port touristique, d'un aéroport international et d'un poste frontalier, condition sine qua non de croissance régionale structurée. Les mêmes conditions sont en train de se développer par rapport au sud,
Et c'est dans ce cadre-ci que nous introduisons des projets qui émanaient d'un document créé le plan directeur tourisme qui fait depuis sous le gouvernement de Préval 1 et Préval 2 et qui dit que le tourisme depuis 1970 à partir des rapports de l'OEA. Nous resterons toujours au ministère de la Culture. Le ministère de la Culture et de la Communication, MCC, a annoncé la mise à disposition d'une enveloppe de 100 millions de gourdes destinée à soutenir l'organisation des fêtes patronales à travers toutes les communes du pays. Cette initiative vise à préserver et promouvoir le patrimoine culturel haïtien tout en dynamisant l'économie locale. Écoutons un extrait. La cérémonie du bois carrément pour nous sont extrêmement important. Mais nous-mêmes, nous mettons dans un cadre bien précis, dans un cadre historique bien précis. Parce que les frères haïtiens ont commencé à connaître éléments fondamentaux qui formaient et expression culturelle. Il y a un projet qui relève la route de l'esclave. C'est un projet côté que l'UNESCO, avec tous les pays du monde, mettait ensemble pour dire que l'esclavage a été un facteur déterminant dans l'identité de certains pays de base. Comme d'habitude en Haïti, nous avons une capacité de réflexion très fine. Et rapidement que le projet a commencé à lancer, commencé dans des discussions sur le fait que les Haïtiens n'ont pas jamais accepté l'état d'esclavage. Les Haïtiens n'ont pas jamais accepté la notion qu'ils étaient esclaves. Les Haïtiens, depuis 1492, à travers la population autochtone, démontrer qu'à chaque fois que l'Europe vient avec un programme dont l'intention c'est d'opprimer le peuple, Haïti réagit. Les projets qui sont en cours, aménagement et confortement de la citadelle, aménagement et confortement du palais sans souci, restauration de la chapelle de Milo, protection et sécurisation de marché en fer de Jacmel, faire de l'ancienne prison de Jacmel un centre culturel, faire de l'ancienne prison du Cap-Haïtien un centre culturel, restauration et confortement de la maison à ténor firmin pour en faire un musée, adresser la question d'architecture vernaculaire des zones endommagées, protection et confortement de Fort des Oliviers et intervention sur les forts Jacques et Alexandre pour que l'Ouest ne soit pas défavorisé. Dans la loi du budget de la République, nos 100 millions de gouttes qui sont affectés en activité qui aurait les fêtes champêtres. Le regroupement politique Convention Bois Caïma a annoncé l'organisation d'une mobilisation ce jeudi 14 août 2025 à l'occasion de la commémoration du 204e anniversaire de la cérémonie du Bois Caïma, événement historique marquant le début de la révolution haïtienne. À travers cette initiative, le mouvement entend non seulement honorer la mémoire des ancêtres qui ont lutté pour l'indépendance d'Haïti, mais aussi exprimer sa ferme opposition à la gestion actuelle du Conseil présidentiel de transition CPT. Les organisateurs réclament la démission immédiate de ses membres qui l'accusent de ne pas répondre aux aspirations du peuple haïtien. Écoutons un extrait. 14 août 1791, 14 août 2025, ça fait 234 l'année depuis nous avons initié une initiative qui va la coucher, bataille de Vertières, jusqu'à l'indépendance d'Haïti. Mais malgré ça, l'indépendance est bafouée, surtout par la communauté internationale, par les États-Unis d'Amérique, par le Canada, par la France. C'est eux-mêmes qui toujours fait complot pour craser, pour déstabiliser Haïti. Les États-Unis avec la CARICOM, sautent banou, 9 têtes, on connaît notre pays. Ça veut dire les États-Unis considérer Haïti parmi un État américain qui est la caillou, un État qui est la caillou. N'a pas rappelé pour les États-Unis que pour nous dire que Haïti c'est le pays qui prend indépendance le 1er janvier 1804, malgré reconnaître bien tard. Mais ça, je ne peux pas accepter les États-Unis. Nous connaissons les secrets de puissance, nous connaissons tout le matériel, nous connaissons toute logistique qui gagne, nous connaissons le cas de stabiliser Haïti tout le temps vrai. Mais la vérité, on a toujours dit l'angèle, nous avons aidé la bataille pour l'indépendance, lui-même nous aidé nous bataille pour l'indépendance. Le peuple n'a pas capable encore. Problème insécurité, problème gangou, problème chômage, problème électricité, problème d'eau potable. Nous pas capable encore. Je dis que c'est tout partout ces territoires qui ont perdu. Qui ça, CPT a fait? C'est enrichir, enrichir tête plus. Il y a crasé qu'est-ce l'État que nous-mêmes nous pas capables encore. Nous demandons KPTA
mission finie. C'est ce que tu viens faire, c'était cas où tu viens caser, démanteler le pays, allez. Communauté nationale, là, je dis que tu mets tes capétés, je dis que fini avec nous, nous disons pour y aller. Et ça fait nous dire, problème pays, je dis, c'est Haïtien qui va le résoudre. Nous ne pouvons pas accepter, après capéta nous fin craser, pour ce communauté internationale qui brûle nous moun pour nous mettre, il ne peut pas faire encore. Et j'ai un sang, pas faire encore. Et ça fait, communauté internationale a mis pied sur Haïti, pour l'Ouest là tout fait nous heureusement, nous tout peuple là pas mourir. Et ça fait créer phénomène banditisme là. C'est juste pour réduire nous pour finir avec nous. Mais il y a des combattants, il y a des soldats, il y a des capois. Nous restons toujours en Haïti dans le grand journal, dans le cadre de ces efforts pour stimuler la croissance et renforcer l'inclusion économique. Le ministère de l'économie et des finances, MEF, a officiellement lancé le mardi 2 août 2025 le programme d'initiation des jeunes. Cette initiative vise à offrir aux jeunes haïtiens des opportunités concrètes d'apprentissage, de formation et d'intégration professionnelle afin de les préparer à contribuer activement au redressement économique du pays. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. Premier ministre d'avoir supporté les actions du ministère, notamment les grandes réformes économiques et financières au profit des agents économiques et de la population en vue d'attaquer à la fois les problèmes structurels et conjoncturels qui nuisent énormément à l'accélération du progrès économique et social d'Haïti. Je profite également pour féliciter et remercier les cadres du ministère qui n'ont pas ménagé leur effort pour nous permettre de relancer aujourd'hui le programme d'initiation des jeunes à l'emploi. Suite à l'adoption de la circulaire 008 en date du 28 mars 2025, adoptée par le Premier ministre. Ce lancement du programme PIGE s'inscrit dans une dynamique d'action de relance de l'économie initiée par le ministère de l'économie et des finances depuis le mois de novembre 2024 pour appuyer plusieurs secteurs de l'économie via des mécanismes de subvention et d'accompagnement technique dans une perspective de création d'emplois et de richesses. C'est ce que nous venons de faire récemment dans les départements du Sud et du Nord avec le projet Emploi dans le secteur privé et transformation économique, le PSDIET. En plus de l'instabilité socio-économique de ces dernières années, qui constitue un frein majeur à l'épanouissement de notre économie, le manque d'opportunités d'emploi pour les jeunes en est aussi un autre. Selon les dernières Nous irons dans la bande de Gaza, au moins 100 Palestiniens tués dans des attaques israéliennes à Gaza. Selon le Hamas, le Royaume-Uni a publié une déclaration avec 27 de ses alliés dans beaucoup de pays européens condamnant l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza et appelant Israël à prendre des mesures immédiates pour atténuer les souffrances humanitaires. Voici un reportage signé France 24. Au moins 100 Palestiniens ont été tués et 500 autres blessés au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, alors qu'Israël y poursuit ses frappes avant l'élargissement de ses opérations terrestres. Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, a affirmé qu'au moins 69 d'entre eux sont morts dans le nord de l'enclave palestinienne. 31 autres ont été tués alors qu'ils se rendaient à des points de distribution d'aide humanitaire. Selon plusieurs témoins, les troupes israéliennes ont ouvert le feu sur la foule. Cette fusillade est la dernière d'une longue série survenue près d'un point de distribution de la Fondation humanitaire pour Gaza, gérée par les États-Unis. L'armée israélienne dément et affirme qu'elle n'a procédé qu'à des tirs d'avertissement. Les Nations Unies estiment que plus de 90% des 2 millions d'habitants de Gaza sont menacés par la famine. De son côté, le COGAT, un organisme dépendant du ministère de la Défense israélien, affirme qu'il n'y a aucun signe de phénomène de malnutrition généralisée. En Europe, le Royaume-Uni a publié une déclaration commune avec 27 autres pays condamnant l'aggravation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza.
Cette déclaration, approuvée par la France, l'Allemagne et l'Espagne, appelle le gouvernement israélien à prendre des mesures immédiates pour atténuer les souffrances de la population. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui déclaré qu'Israël autorisera l'émigration à l'étranger des habitants du territoire palestinien qui veulent fuir la guerre en cours. Et voilà, la rencontre Trump-Poutine prévue pour le vendredi 15 août. Le compte à rebours est déjà lancé. Rencontre Poutine-Trump en Alaska. Que pensent les soldats ukrainiens? Écoutons un reportage. À Kramatorsk, le front n'est qu'à une vingtaine de kilomètres à l'est. Ici, les soldats ukrainiens se reposent avant de retourner au combat. Avant le sommet en Alaska entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, ils craignent que leur sort ne soit décidé sans eux. C'est notre avenir et en discuter sans nous, c'est inapproprié. Les gens ne voient pas cela comme un problème majeur, car ils nous considèrent comme un acteur mineur. Mais c'est nous qui mourrons pour notre pays. D'autant plus que la Russie ne montre aucun signe de fléchissement selon les autorités ukrainiennes. Les troupes russes ont même avancé d'une dizaine de kilomètres ces derniers jours aux abords de Pokrovsk, autre ville de l'oblast de Donetsk, dont Moscou revendique l'annexion. C'est en position de force que le Kremlin veut arriver à la table des négociations. Les États-Unis et la Russie veulent s'emparer de nos terres. Ils s'entendront sur un accord, puis mettront l'Ukraine devant le fait accompli. Je n'ai aucune attente, nous ne sommes que des spectateurs qui observent ce qui se passe et agissent en conséquence. Des Ukrainiens spectateurs qui désormais redoutent le pire. Donald Trump a assuré avant même sa rencontre avec Vladimir Poutine vendredi que des territoires seront bien échangés. Retournant dans la bande de Gaza, 2 jours après la frappe israélienne à Gaza ayant tué 6 journalistes, dans Signe Al Jazeera, l'observateur permanent de l'État de Palestine à l'ONU a appelé les médias internationaux à se rendre à Gaza pour documenter la situation sur le terrain. Voici un reportage signé CGTN News. Mardi à l'ONU, Riyad Mansour, observateur permanent de l'État de Palestine auprès de l'ONU, a déclaré qu'il appartenait à la presse mondiale de continuer à faire pression sur Israël en mettant en lumière la situation sur le terrain à Gaza. Sa conférence de presse à l'ONU a eu lieu 2 jours après la frappe israélienne de missiles ayant tué 5 membres d'une équipe de télévision d'Al Jazeera à Gaza, parmi lesquels le célèbre journaliste Anas Al-Sharif, qui selon Israël dirigeait une cellule du Hamas à Gaza. Nous vous exhortons à continuer de faire pression sur tout le monde. Vous devez envoyer d'importantes délégations de journalistes dans la bande de Gaza afin qu'elles puissent constater de leurs propres yeux la réalité de notre peuple et les crimes commis par Israël et en rendre compte. Nous avons demandé au Conseil de sécurité de se rendre sur place et de constater de ses propres yeux la réalité qui y règne. Par ailleurs, l'ambassadeur Mansour a précisé que les pays arabes rejetaient les plans israéliens visant à prendre le contrôle total de la bande de Gaza. Il a ajouté que toute initiative en ce sens constituerait une violation du droit international et humanitaire. Les déclarations de M. Mansour font suite à celles du Premier ministre de l'État hébreu, Benjamin Netanyahou. Celui-ci a déclaré aux journalistes qu'un plan controversé visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza était nécessaire, affirmant « c'est ainsi que nous mettrons fin à la guerre ». Nous espérons réussir à les empêcher de mettre à exécution le plan qu'ils ont annoncé. Mais cela nécessite davantage d'efforts, davantage de pression, davantage de mobilisation, et c'est un pas, peut-être modeste, dans cette direction. L'ambassadeur Mansour a déclaré que lui et ses collègues surveillaient de près les membres de la communauté internationale disposés à déclarer ou à envisager de reconnaître l'État de Palestine. Il a décrit un sentiment commun d'unité en réponse aux attaques d'Israël contre Gaza et à ses plans de prise de contrôle de l'enclave. Quant à ses appels aux équipes de télévision internationales pour qu'elles se rendent à Gaza, les perspectives restent incertaines. Israël a fortement interdit l'accès des journalistes à Gaza, mais ce week-end, le Premier ministre Netanyahou a annoncé qu'il allait changer de cap et autoriser beaucoup plus de journalistes à entrer pour témoigner des événements sur le terrain. Mardi à l'ONU, Riyad Mansour.
Nous irons au Canada, parlons du tourisme au Canada. Davantage de touristes du Québec et du Canada ont passé du temps à Montréal en juin et en juillet. Et comme on le craignait, le marché américain reculiste dans la ville, tout cela se traduit par un résultat de mi-saison stable, jugé satisfaisant aux yeux de tourisme de Montréal. Écoutons un reportage signé Radio-Canada. Les touristes fourmillent sous un soleil de plomb. Les quais du Vieux-Port de Montréal en offrent pour tous les goûts, même pour ceux et celles en quête d'une petite fraîcheur. We're going on that boat tour where you go in the rapids. Yeah, we're doing that. And then she's going to zip line later. Les Américains sont au rendez-vous malgré la guerre commerciale, mais ils sont moins nombreux cet été. From what I've learned about the Canadian people, they're very friendly. Les Canadiens sont très accueillants, dit-il. Ça ne m'inquiète pas du tout. I'm not really concerned with the political climate right now. Les touristes américains à Montréal ont diminué de 7 % en juin et juillet par rapport à la même période l'an dernier. Même à la frontière terrestre, on enregistre un déclin de plus de 7 % des Américains en juillet, un recul qui se maintient depuis 6 mois. Montreal is a very good city. We come from with my wife. It's the first time. Les touristes canadiens ont en partie compensé l'exode de nos voisins du Sud, selon Tourisme Montréal. Les visiteurs en provenance d'autres régions du Québec ont grimpé de 5 % et ceux des provinces atlantiques ont même augmenté de 15 %. Pour les 2 premiers mois de l'été, on est rendu stable. C'est-à-dire qu'on a le même niveau de visiteurs que l'année dernière. Le bilan n'est toutefois pas aussi reluisant chez les hôteliers du Grand Montréal. On a vu une baisse d'environ 15 % des Américains. Le Canada, une hausse de 5 % seulement. Donc, est-ce que ça compense? Non. Les touristes privilégient de plus en plus la location d'appartements sur les plateformes en ligne. Les Américains, forts d'un taux de change alléchant, constituent une clientèle prisée. Le portrait de la clientèle américaine, historiquement, dépense légèrement plus. C'est un segment de visiteurs qui est très attirant pour les hôtels, évidemment, parce qu'ils privilégient très souvent, en majorité, d'aller coucher dans les hôtels. Donc, c'est sûr que c'est une clientèle très privilégiée pour les hôtels à Montréal. La ville a quand même brillé sur le plan événementiel, selon Tourisme Montréal. Le festival de jazz a accueilli plus de 700 000 personnes, un nouveau record. Et l'achalandage est aussi en hausse pour le Grand Prix de Formule 1 et l'Omnium Banque Nationale. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal. Allons au Mali. L'arrestation de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga au Mali. La vague d'arrestation se poursuit cette fois. C'est l'ancien Premier ministre du pays qui a été placé en détention provisoire hier mardi dans le cadre d'une enquête sur des allégations de détournement de fonds publics formulées dans un rapport d'audit selon son avocat. Voici un reportage signé Africa News. Au Mali, la vague d'arrestations se poursuit. Cette fois, c'est l'ancien Premier ministre du pays qui a été placé en détention provisoire mardi, dans le cadre d'une enquête sur des allégations de détournement de fonds publics, formulées dans un rapport d'audit selon son avocat. L'arrestation de Choguel Kokala Maïga intervient quelques jours après que la junte a procédé à des dizaines d'autres interpellations, dans le cadre d'un complot présumé dans les rangs de l'armée, visant à renverser le pouvoir militaire. Le Mali est dirigé par l'armée depuis les coups d'État successifs de 2020 et 2021. Nommé Premier ministre à la suite du second coup d'État en 2021, Choguel Maïga a été démis de ses fonctions après avoir publiquement dénoncé le manque de clarté quant à la volonté des militaires d'organiser des élections dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Selon les analystes, le limogeage du Premier ministre civil en novembre dernier semblait à l'époque confirmer la volonté de l'armée de renforcer son emprise sur le pouvoir après avoir renoncé à la promesse d'un retour à l'ordre démocratique avant la fin du mois de mars 2024. La junte malienne s'est récemment octroyée un mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable autant de fois que nécessaire, sans élection. Et voilà, c'est ainsi prend fin le grand journal pour ce aujourd'hui. Avant de plier bagages, coup d'œil sur la météo. Ça a commencé dans la matinée, temps nuagé, tôt avec quelques risques d'averses orageuses. Vers 5 h du matin, le ciel s'éclaircira. Ensuite, devenant progressivement ensoleillé autour de 8 h à 10 h du mat dans l'après-midi. Temps globalement partiellement ensoleillé avec des températures douces autour de 77 degrés, 78 degrés Fahrenheit. Toutefois, une alerte orage, se pointe pour le milieu d'après-midi, environ jusqu'à 4 h
soirée, alternance de nuages et d'éclaircies avec possibilité d'orage léger vers 20h, vers 8h du soir. Température, ce sera 18 degrés Fahrenheit. Voilà. Tenue conseillée pour ce aujourd'hui. Privilégiez des vêtements légers et respirants. Une petite veste imperméable. Ou un parapluie pourrait être judicieux. Voilà, surtout pour le matin et le soir. Activité, de l'après-midi, bonne fenêtre à l'extérieur. Mais prudence vers 4 heures à cause du risque orageux. Soirée, restez évitante, mais gardez un œil sur le ciel. Il pourrait y avoir quelques ondes ou orages isolés. Voilà. Et bien, si vous planifiez quelque chose en extérieur, envisagez de déclarer à la fin de matinée ou au début d'après-midi pour éviter les orages potentiels. Voilà, c'est tout pour température. Eh bien, c'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi pour présenter le grand journal depuis la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, et Arlette Dorellas pour la présentation. Eh bien, la radio, c'est Swag Radio. Faites passer le message à vos camarades. C'est le son qui swag Radio. L'énergie, le flow, l'attitude. Passez un bon mercredi. Bonsoir. À demain.